Cet après-midi, je vous raconte un enfant de la Révolution française qui l'a raconté en 7 volumes dans une œuvre qui a fait date au milieu de beaucoup d'autres et de son histoire de France notamment, ou la véritable histoire de Jules Michelet, le père du roman national. Qu'est-ce qu'un historien selon Jules Michelet ? En quoi l'homme a-t-il renouvelé la discipline historique ? Qu'est-ce que ce fameux roman national ? Nous sommes le 29 septembre 1849 au Palais Soubise à Paris où sont installées les archives nationales. Jules Michelet, qui en est alors le directeur de la section historique, fait l'inventaire d'une armoire de fer qui contient d'inestimables documents et reliques de la Révolution française. À 51 ans, cela fait maintenant près de 19 ans, que l'historien en pleine écriture de sa monumentale histoire de la Révolution travaille aux archives nationales. Et lorsqu'il ouvre cette armoire, il tombe sur un papier griffonné, taché de rouge, la dernière lettre du Girondin Pétion à sa femme avant son suicide. Pour reprendre ces mots, la vue de ces papiers tout sales encore, avec leur moisissure et comme échappés du cercueil, le saisit presque autant que s'il avait vu les corps mêmes à moitié mangés par les chiens. Il en restait tout saisi et muet pour le reste du jour. Michelet, l'historien prophète, veut faire de l'histoire une résurrection et s'inspire du grec Plutarque qui surprend les grands de ce monde dans leur intimité lorsqu'ils ne sont pas arrangés pour paraître. Michelet a su rentrer dans l'intimité de l'histoire afin de redonner une voix inouïe à tous ces morts endormis. En 1833 déjà, Michelet racontait que dans l'épaisseur du silence qui emplit les galeries de l'Hôtel des Archives, il croit entendre des murmures et des voix s'élever. Ces parchemins laissés là depuis longtemps ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes, de provinces, de peuples, écrit-il. Et à mesure que je soufflais sur leur poussière, je les voyais se soulever. Ils tiraient du sépulcre qui la main, qui la tête, comme dans le jugement dernier de Michel-Ange ou dans la danse des morts. Jules Michelet invente une histoire de l'intérieur, presque viscérale, celle du peuple, des femmes, des pauvres, des anonymes, des oubliés, qui dépasse largement la plate chronique des puissants qu'il tente de remettre à leur juste place. Anticipant l'histoire totale et l'histoire des mentalités, Michelet dévore l'histoire. J'ai bu trop d'amertume, j'ai avalé trop de fléaux, trop de vipères et trop de rois, écrit-il, comme électrisé par tous ces morts qu'il tente de digérer. Et derrière ce style flamboyant et poétique, Michelet renouvelle la connaissance historique en s'appuyant sur des sources inédites, comme le souligne notre invité, sa biographe, Paul Petitier. Mais qui d'autre aujourd'hui peut prétendre, pour reprendre l'expression de Michelet, faire parler les silences de l'histoire, ces terribles points d'orgue où elle ne dit plus rien et qui sont justement ses accents les plus tragiques. Et qui n'aurait pas rêvé de l'avoir comme professeur d'histoire ? À côté des jeunes normaliens qui l'écoutaient fascinés, c'est aussi la princesse Clémentine, fille de Louis-Philippe, qui a eu cette chance. Depuis la rentrée 1830, oui, Jules Michelet, qui est déjà un historien respecté, se rend régulièrement aux Tuileries pour donner des leçons particulières d'histoire à la 3e fille du roi, âgée de 13 ans. Celui qui vient d'être nommé directeur de la section historique des Archives nationales enseigne aussi l'histoire de France à l'École normale supérieure et bientôt à la Sorbonne. Et il semble être passé complètement à côté de la Révolution de juillet de 1830 à Paris. Pas une trace dans son journal, ni des insurgés, ni des barricades. Enthousiaste pour le résultat, Michelet n'a cependant pas pris de fusil pour faire le coup de feu. Déjà en 1814, l'arrivée de Louis XVIII laisse le jeune Michelet, 16 ans, dans une relative indifférence, puis ce sera la mort annoncée de Napoléon à Paris le 9 juillet 1821 qu'il scande d'un laconique « Bonaparte est mort » dans son journal. Je rappelle que Napoléon est mort le 5 mai, mais on l'a appris évidemment seulement en juillet. Cette position d'expectative ne l'empêche pas de ressentir la pesanteur du régime de la Française, paru dans la Pléiade, explique que la trame de sa vie n'est faite que du travail, des rencontres, des petits mots du quotidien, des éléments insignifiants. Mais il y a pourtant chez Michelet quelque chose d'un super-héros qui, une fois enfermé dans son bureau, s'anime d'une sorte de transe. On l'imagine se métamorphoser en acteur héroïque de l'histoire de France avec ses tremblements, ses nausées et ses indigestions. Avant de s'attaquer à l'histoire de la Révolution française, il débute sa monumentale histoire de France en 1833 et la terminera 36 ans plus tard, en 1869,
après 17 volumes et 20 siècles parcourus à la rame, pour reprendre son expression. Une épopée hors du commun et, à le croire, une marche aveugle, tout empoissée dans une substance historique ingrate. Au cours de ce voyage fantastique dans la France de l'intérieur, Michelet palpe et ausculte les corps dans une histoire à la fois partiale et subjective, mais aussi profonde, intuitive et multidimensionnelle. Comment résister à ces incroyables portraits, comme celui de la femme du roi Philippe V d'Espagne, bien empâtée de beurre, de parmesan. Tel un psychologue clinicien, on le voit observer le spongieux Vendôme et goûter au roi sans aucune délectation. Louis XIV est de sang noir, pourri de vent et d'âcreté, tandis que Louis XVI est pâle et bouffi. Comme l'explique le critique Roland Barthes, auteur de Michelet par lui-même, les rois ne sont pas condamnés, mais vomis, et forment une véritable pharmacie de l'écœurement. Pour Michelet, les puissants ne sont que des obstacles à l'expression du peuple, et il ne voit dans l'Ancien Régime qu'une mer superbe de sottises, où, je le cite toujours, les dieux crevés, les rois pourris ont apparu sans voile. Si son portrait de Louis XI marque un tournant dans l'historiographie, il s'intéresse également, je vous le disais, aux oubliés de l'histoire, les paysans, les enfants, les femmes, notamment les sorcières, et Jeanne d'Arc, dont il fait une héroïne du peuple. Ce qui l'intéresse dans le Moyen-Âge, c'est la vraie vie dans ce qu'elle a de plus cru, les corps, le sexe, les maladies, les objets du quotidien, qui font de lui un véritable ethnologue de la France avant l'heure. On lui doit également l'invention du concept de Renaissance, produit d'un choc entre la France catholique et médiévale et une Italie hautement civilisée. Et de l'étincelle produite par ce choc, écrit Michelet, est née cette colonne de feu qu'on appelle Renaissance. Son cours à la Sorbonne entre 1834 et 1835 et ensuite au Collège de France à partir d'avril 1838 se font naturellement l'écho de ses livres et de ses préoccupations. En 1843, Michelet lance une virulente campagne contre les jésuites qu'il accuse de s'opposer aux forces vivantes du peuple par un asservissement spirituel et une emprise sur les femmes. Puis en janvier 1846, il fait un cours sur l'esprit et la portée de la Révolution. À 47 ans, Jules Michelet est devenu la coqueluche du tout Paris et les étudiants se ruent au Collège de France pour le voir et surtout l'écouter. La femme de son ami Edgar Quinet, qui assiste à son cours, dit qu'il ressemble à Voltaire d'après le buste de Houdon et parle de la figure mobile de Michelet, sillonnée de rides précoces, les cheveux blancs et des yeux qui lançaient des éclairs de malice et de gaieté. Il affronte son auditoire comme un lutteur qui manie la fronde et la balance longtemps pour mieux lancer des cailloux. Sa voix grave et roucoulante, disent d'autres témoins, est rythmée de pauses songeuses et d'envolées soudaines, comme s'il pensait en musique, comme si au travers de sa voix s'esquissait la mélodie du peuple. Le peuple, qu'il considère comme le grand personnage de l'histoire et dont il a commencé à écrire le récit en septembre 1845. Cette année-là, Michelet poursuit sa mue et tente de se défaire de son statut de professeur. Du peuple se met à parler à tout le monde et s'intéresse absolument à tout, raconte son gendre Alfred Duménil. En l'absence d'une méthode sociologique constituée, explique sa biographe Paul Petitier, Michelet consulte les statisticiens, les enquêteurs sociaux et pioche dans les enquêtes sur le monde ouvrier. Il fait même relire ses textes par des spécialistes qu'il nomme à l'époque des hommes spéciaux. Rien ne l'arrête, avec en tête ce qu'il déclarait déjà en 1842 comme un programme, faire l'histoire de cette pauvre créature muette dont personne ne s'est soucié, l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire, avant d'ajouter prophétique que ce grand peuple souffrant et silencieux n'est autre que nous-mêmes. Si Michelet a bien l'air d'appartenir à l'élite, tout le monde comprend qu'il est bien issu lui aussi de ce peuple à qui il consacre donc un essai. Il y a quelque chose de rousseauiste dans son attitude, dans son rapport aux autres, nulle condescendance. Il retrouve cette absolue sincérité, cette naïveté intégrale qui inspire confiance. Qu'il soit à Paris ou en province, Jules Michelet reste le même. Ainsi, dans sa préface du Peuple, il retrace ses origines modestes. Né le 5 Fructidor Rancis ou le 21 août 1798, comme une herbe sans soleil entre deux pavés de Paris, ce titi parisien est le fils d'un imprimeur qui a fait faillite sous le Premier Empire. Il a connu la souffrance au travail en assemblant des petites lettres de plomb dans la presse familiale, dans un sous-sol humide et glacé l'hiver. Il connaît la pauvreté, mais vit de latin et d'amitié, comme il dit, grâce à ses parents qui ont tout fait pour qu'il fasse des études. Une fois enseignant,
Il s'installe dans son faubourg, près du cimetière du Père-Lachaise, cet amphithéâtre d'une époque sans Dieu, car la mort le fascine. À l'école normale, il se souvient avec émotion de ses étudiants, ces jeunes générations aimables et confiantes qui croyaient en lui, le réconcilient avec l'humanité, avant de conclure sa courte biographie en disant « Je suis resté peuple, un peuple de barbares. Le mot me plaît, explique-t-il, je l'accepte, barbare, oui, c'est-à-dire plein d'une sève nouvelle, vivante et rajeunissante. » Naturellement, dans l'esprit de Michelet, le peuple va vivre son époque glorieuse et atteindre un statut de sainteté lors de la Révolution française, dont il va commencer l'écriture de l'histoire en 1846 pour ne la terminer qu'en 1853. Comme toujours chez Michelet, les événements de sa vie résonnent dans son travail. Lorsqu'il apprend la mort de son père, Furcy Michelet, le 18 novembre 1846, « J'étais au pied de la Bastille, je prenais la forteresse, j'arborais sur les tours l'immortel drapeau », écrit Michelet. Il sent l'urgence de recueillir la parole des derniers témoins de cette tradition orale qui descendent un à un dans la tombe. L'inhumation chrétienne de son père fait horreur à Jules Michelet, qui dénonce l'asservissement à l'église. Il suffoque de voir sa dépouille s'enfoncer dans la terre froide et visqueuse, lui qui rêve des funérailles lumineuses des Perses, le cadavre placé sur un rocher, jusqu'à ce que le soleil le dessèche. Ce dégoût du christianisme sera l'une des grilles d'analyse de sa Révolution française, qui fonde sa légitimité sur le droit et la justice et non plus sur la grâce. Cette grâce, précisément symbole de faveur et d'arbitraire, qui était accordée par des rois considérés comme des élus de Dieu. Non, la Révolution fonde bien une nouvelle religion dont Michelet se fera généreusement l'apôtre. Et pourtant, que de périls pour le Haroun Tazieff de l'histoire. C'est une marche sur les scories des volcans, le long des cratères. Le terrain blesse ou croule et pourtant il faut aller vite pour ne pas trop perdre de vue l'unité du voyage, écrit-il, comme électrisé par son œuvre. Après avoir traversé les massacres de septembre 1792, je vais au tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire à la guillotine, écrit Michelet, dont la plume boit l'encre et le sang en même temps. Puis, j'entre péniblement dans la ténébreuse horreur de 93, et l'énigme Robespierre qui représente cette révolution glacée qui ne chante plus la fête de la Fédération et dont il raconte la fin. Un valet de la guillotine arracha le bandeau qui soutenait sa pauvre mâchoire brisée. Il poussa un rugissement. On le vit un moment pâle, hideux, la bouche ouverte toute grande et ses dents brisées qui tombaient. Puis, il y eut un coup sourd. Ce grand homme n'était plus. Mais alors qu'il écrit dehors, on entend les premiers échos de la Révolution de 1848. Le 24 février, le peuple envahit les Tuileries et le roi Louis-Philippe abdique. La Deuxième République est proclamée, le nom de Michelet circule dans les premières listes du gouvernement provisoire. Mais que voulez-vous ? En pleine révolution de 1848, lui est en train de faire celle de 1789. Michelet se voit donc contraint de refuser la proposition. Il le sait, ses livres ont fait de lui un penseur de cette révolution qu'il avait pressenti en allant donner ses cours à la princesse Clémentine dans ce palais des Tuileries au décor compassé. Joie et tristesse, écrit Michelet dans son journal. Jusqu'ici, je faisais la révolution. Maintenant, je la vois, je la subis, je l'applaudis. Mon rôle est passif. Après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme député, le 4 juin 1848, l'historien voit défiler avec dégoût un cortège bonapartiste. Je viens de voir des milliers de bipèdes attendant pour les gouverner, un idiot qui a laissé 2 fois sa parole en gage. Le ton est donné. Après son élection comme président, le 10 décembre 1848, l'idiot, pour reprendre les mots de Michelet, se proclame empereur après son coup d'État du 2 décembre 1852. Le lendemain, Michelet file aux archives nationales et se prend le bec avec le garde général, un nommé François de Chabrier, un ami du nouvel empereur. Michelet, qui ne cache pas son agacement, lui reproche d'avoir été à l'Élysée la veille au moment du coup d'État. L'huissier raconte que Chabrier est devenu vert de rage et lui a crié « Allez me chercher mes pistolets, je veux tuer ce misérable !» Michelet, en proie à une fureur indicible, prend lui aussi le pauvre huissier à partie. « Allez chercher la garde pour arrêter ce vieux fou !» Bref, vous l'aurez compris, Michelet ne remettra plus jamais les pieds aux archives et naturellement il refuse de prêter serment à l'empereur. C'est le début pour lui d'une période de repli qu'il débute à Nantes avec sa muse Athénaïs Mielaret qu'il a rencontrée
un jour de 1848 et qui a illuminé sa vie. Elle devient sa seconde épouse après la mort de Pauline Rousseau en 1839, avec qui il a eu 2 enfants, Adèle et Charles. Lorsqu'il voit entrer cette institutrice dans son appartement de la rue d'Assas, ce 8 novembre 1848, elle lui fait l'impression d'un petit oiseau blessé qui fait fondre le cœur du grand homme. Voici que m'arrive un matin cette jeune fleur parée de ces larmes si touchantes de malheur, de courage et de raison, écrit Michelet peu après. Le 2 décembre, il la demande déjà en mariage et son cœur s'embrase lors d'une promenade aux Tuileries le 10 décembre, le jour même de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Le grand historien, indifférent aux grands soubresauts de l'histoire en marche, roucoule comme une colombe. « Je vis de vous, je suis malade de vous », lui répète-t-il enflammé, admirant toutes les parties de son corps comme s'il s'agissait de joyaux. Après leur mariage, le 12 mars 1849, Michelet s'inquiète du blocage sexuel de sa femme et, loin de lui en vouloir, la chouchoute encore plus. On le voit consulter les médecins avec elle et il ne perd pas une miette de consultation gynécologique. Il ouvre sur son bureau des livres d'anatomie afin de comprendre la constitution interne de ce sexe féminin qui ne veut pas le recevoir et pleure d'émotion, croyant voir le portrait intérieur de la personne que j'aime tant, la matrice surtout, précise-t-il. À force d'attention, les choses se débloquent. Et Michelet s'en donne à cœur joie, parfois plusieurs fois par jour. Vous pouvez l'imaginer, mais cette déification de sa femme devient, un peu pesante pour Athénaïs qui parfois se rebiffe. Mais quoi de plus normal ? Le biographe, pensera-t-on, devrait épargner ces détails à son lecteur, explique notre invité Paul Petitier. Rien n'est moins sûr, car ils ont une relation directe avec le monde de pensée de l'historien à partir de 1845. En effet, Michelet récuse les frontières entre pensée savante et instinct populaire, et encore plus entre le corps et l'esprit. L'un nourrit l'autre pour son plus grand bonheur. Cet amour pour Athénaïs rejoint son amour des femmes qu'il sublime dans ses livres comme L'amour, paru en 1858, et La femme, l'année suivante, quitte à passer dans la presse satirique pour un vieillard libidineux et obscène, comme elle le qualifie. Mais qu'importe, c'est l'historien de ces femmes actrices de l'histoire qu'il devient en publiant La sorcière en 1862, un ouvrage dans lequel il réhabilite leur rôle au Moyen-Âge comme médecin des âmes et des corps. Si la femme enfante des songes et des dieux, l'horizon de Michelet s'ouvre davantage encore par ses lectures naturalistes, et notamment les livres de Geoffroy Saint-Hilaire qui voient une unité biologique entre tous les êtres vivants. Lorsque Michelet publie L'Oiseau, en 1858, l'historien Hippolyte Taine souligne que ce dernier livre n'est qu'un chapitre ajouté au livre du peuple. L'auteur ne sort pas de sa carrière, il élargit sa carrière. Il avait plaidé pour les petits, pour les simples, pour les enfants, pour le peuple. Il plaide pour les bêtes et pour les oiseaux. Suivront l'insecte en 1857, la mer en 1861 et la montagne, parue en 1868, faisant de ce grand historien un précurseur de la pensée écologique. Lorsque le 28 mai 1867, Jules Michelet met un point final au dernier volume de son Histoire de France, il se sent vide et orphelin. Celui qui a vécu l'histoire par procuration envisage désormais les dernières années de sa vie comme un long cri d'amertume. Même si son corps commence à dérailler entre la toux et les migraines, il se reprend et pense déjà à écrire un livre des livres qui expliquerait son œuvre. Mais surtout, il plonge comme un forcené sur son histoire du 19e siècle qu'il a traversé un peu comme un spectateur et qu'il déteste. Il y voit le temps des masses, des grandes usines, des casernes, de la propagande, du culte pour des héros malades comme les Bonaparte, un monde industriel qui annonce les grandes boucheries du 20e siècle. Au soir de sa vie, Jules Michelet, en imitant Rousseau, raconte sa vie simple et son émerveillement pour la nature. Quelle différence, pense-t-il, entre le peuple des humains et celui des fourmis ou des abeilles ? Dans son journal, il croit avoir tué un bourdon qui reprend finalement son envol après 1 heure d'immobilité. C'est ce qui va arriver à Michelet à Pise, en Italie, lorsqu'il est frappé d'une syncope le 30 avril 1871. Une syncope dont il se remettra comme son bourdon, en délirant cependant. Puis, malgré ses malaises, il croit ressusciter à Florence, en Italie, où il fait une nouvelle attaque le 22 mai qui lui fait perdre cette fois la parole. Il a l'apparence d'un homme frappé par la foudre, à la fois mort et vivant,
un entre-deux où l'imaginaire peut s'engouffrer. Mais son épouse lui cache les tragiques événements parisiens, la semaine sanglante, sinon ce serait le coup de grâce. Le bourdon qui avait à nouveau ressuscité après ce deuxième malaise s'éteint finalement hier, le 9 février 1874, à l'âge de 76 ans. J'ai bu trop du sang noir des morts, écrivait-il, en pleine composition de son opus sur la Révolution française, comme pour justifier ce long discours ininterrompu de 60 volumes qui rassemble toutes ses œuvres et qui fait incontestablement de ce génie prophétique le père de l'histoire moderne et de notre roman national. Europe 1, historiquement vôtre. Paul Petitier, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Jules Michelet a écrit l'histoire, il l'a façonnée aussi, on vient de le voir. Pour vous, de quelle façon l'a-t-il marqué ? Il a marqué l'histoire parce que il a su, la faire résonner émotionnellement dans le cœur de ses lecteurs. Et cette dimension affective était très importante à une époque où finalement le rapport au passé n'allait pas de soi pour tout un chacun. D'une certaine manière, sous l'Ancien Régime, c'était les nobles qui étaient des héritiers d'une lignée, donc pour qui le passé était quelque chose de consubstantiel à leur propre existence. Mais pour les hommes et les femmes du peuple, le passé devait s'arrêter assez vite. Et il construit son histoire comme une mémoire collective qui fait que les hommes et les femmes du peuple seront des héritiers d'une aventure collective et s'en sentiront partie prenante. Et je pense que c'est très important pour le rapport au monde et à la société d'avoir cette espèce de profondeur comme ça derrière soi et de se sentir donc ancré dans les siècles passés. Paul Petitier, quelle idée Jules Michelet se fait-il de sa mission en tant qu'historien ? Je dirais, pour le résumer d'une formule, que c'est ressusciter le passé pour permettre d'inventer l'avenir. C'est-à-dire que dans cette entreprise, puisque le terme de résurrection est celui qu'il a choisi pour désigner sa manière de faire l'histoire, dans cette entreprise de résurrection du passé, il y a aussi une dimension critique. C'est-à-dire que, comme je le disais à l'instant, il s'agit de faire comprendre que l'histoire a été quelque chose de vécu et pas seulement une succession d'événements ou une succession d'idées qu'on pourrait philosophiquement interpréter, mais que l'histoire a eu une dimension charnelle, une dimension de lutte aussi, et d'analyser les dérapages. Il le fera dans son histoire de la Révolution, qui est dans un premier temps portée par l'enthousiasme de 89, l'ouverture des États généraux, la prise de la Bastille, le moment où les femmes vont chercher le roi et la reine à Versailles, la fête des fédérations, tout ça, c'est porteur d'enthousiasme, mais Michelet saisit très bien les tournants qui font que cet événement va petit à petit prendre une allure plus violente et peut-être aussi du fait des obstacles intérieurs et extérieurs s'acheminer vers des événements plus tragiques et essayer d'analyser les raisons qui font qu'il n'a pas pu être la véritable apothéose du genre humain qu'il aurait dû être. Et donc, cette manière d'aborder le passé, donc à la fois en nous replongeant dans la vie des hommes du passé, mais en analysant aussi les faux pas, je crois que c'est pour lui le rôle fondamental de l'historien. Il est sans doute, Jules Michelet est sans doute l'historien le plus célèbre du 19e siècle, mais en quoi on peut dire qu'il a renouvelé la discipline de l'historien moderne ? Alors, il y a quelque chose de très important qu'il est sans doute le premier, alors disons l'un des premiers pour être prudent, c'est que quand il commence vraiment à s'impliquer dans l'écriture de l'histoire de France, c'est le moment où il est nommé directeur de la section historique des archives, comme votre récit l'a rappelé. Et il va opérer une jonction, dans le fond, entre les études historiques et l'exploitation des sources d'archives. Ce qui n'était pas possible dans la période précédente parce que les archives avaient une dimension politique sous l'Ancien Régime.
C'était le dépôt de certains actes, chartes, sur lesquels s'appuyait le pouvoir des rois. À cause de cette importance juridique, diplomatique des documents d'archives, il n'était pas question qu'ils soient exploités. Oui, on ne les consultait pas. On les consultait, mais dans la perspective d'assurer certains droits ou certains privilèges. Mais il n'avait pas d'exploitation scientifique. Donc, en 1830, c'est ce que son poste aux archives va lui permettre d'envisager. Ce qui, au départ, ne va pas de soi. Quand il commence en dépouillant les archives médiévales, puisqu'il écrit l'histoire du Moyen-Âge, c'est à celle-ci qu'il s'intéresse en premier lieu. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, elles sont désactivées. Politiquement, l'Ancien Régime s'est écroulé, ça devient des documents qu'on peut exploiter. Mais il va se heurter d'abord aux réticences de son chef, Daunou, qui, au début, lui conteste la possibilité de publier des documents qu'il a trouvés dans les archives. Petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs, mais en tout cas, c'est lui qui a cette qui fait cette jonction. Il initie cette façon avec laquelle travaillent aujourd'hui les historiens, c'est de retourner aux sources. Et justement, quelles sont les sources qu'il explore à ce moment-là? Il va seulement aux archives nationales de France. Il ne va pas dans les archives provinciales. Alors si. Il est chargé en 1800, je ne voudrais pas faire d'erreur, mais 35 je crois, il est chargé d'une mission d'inventaire des archives régionales. Oui. Et donc dans son journal, on a le compte-rendu de cette mission, on a aussi évidemment le compte-rendu officiel qu'il a rendu. Ce qui est absolument frappant, c'est l'état de déréliction totale dans lequel se trouvent ces archives. Il raconte qu'elles sont dans des greniers, que les hiboux et les chouettes font leur déjection sur ces tas de papier poussiéreux, donc il initie aussi un grand ouvrage qui sera celui du 19e siècle, c'est celui de la constitution des archives en tant que tel, oui. Mais est-ce qu'on peut pas dire, Paul Petittier, que d'une certaine manière aussi, il a marqué une rupture avec ce qu'on a appelé la galerie des illustres? Oui. C'est aussi son grand apport. On arrête de parler des grandes figures de notre histoire, les puissants, des rois et on s'intéresse aux petites gens. Voilà. Alors, il n'est pas le seul, puisque c'est justement la révolution de la discipline historique qui a lieu vers 1820, avec des gens comme Augustin Thierry, notamment, comme Guizot, comme Barante, qui vont dire l'histoire, c'est pas seulement l'histoire des têtes couronnées, mais en fait, l'histoire, c'est une sorte de travail collectif et il convient de redonner à toutes les strates sociales leur rôle dans l'action collective. Alors, ce que fait Michelet, c'est qu'il va descendre un petit peu plus bas que les autres. Les autres s'arrêtaient surtout à l'importance, au rôle de la bourgeoisie qui avait, dès le Moyen-Âge, avec les mouvements de révolte des communes et de conquête des droits des bourgeois des villes, contribue à la lutte contre la féodalité. Mais Michelet va montrer que sous cette couche bourgeoise, il y avait aussi le peuple qui... il s'intéresse aux petits riens du quotidien, et c'est en ça qu'il innove. Autre chose, Paul Petittier, ce qu'on peut remarquer, c'est que Michelet a trouvé son style, et que son œuvre se situe aussi entre histoire et littérature. C'est, à mon avis, c'est une des causes aussi qui fait qu'il reste comme ce grand historien, une des causes de son aura historienne. C'est qu'il y a d'autres grands historiens au XIXe siècle. Guizot est un immense historien, Augustin Thierry est un historien intéressant, mais Guizot, c'est un brillant théoricien. Augustin Thierry, c'est un conteur. Mais ce ne sont pas, si vous voulez, ce sont des gens qui manient très bien le langage, mais on pourrait dire qu'il leur manque la dimension de l'art d'écrire. Et de ce point de vue, Michelet n'est pas tant un conteur que peut-être un dramaturge et un poète. Il va donner à l'histoire une dimension shakespearienne, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'il est... il donne un souffle dramatique qui emporte l'adhésion du public. Il va construire des scènes, des tableaux historiques d'une intensité absolument inouïe, des images qui vont rester et qui vont hanter la mémoire et l'imaginaire de leurs lecteurs. Paul Petittier, vous êtes spécialiste de l'œuvre de Jules Michelet, mais également sa biographe. Vous avez notamment publié
Jules Michelet, l'homme histoire aux éditions Grasset. Sur quel type de sources primaires vous êtes appuyé pour écrire sa biographie et cerner le personnage ? Alors, on a de très riches sources. Michelet est un des premiers qui a dit qu'il était important qu'on conserve, disons, les brouillons, les archives des auteurs. Il l'a écrit dans Le Peuple parce qu'il pensait qu'après, justement, ça permettait de faire l'histoire de leur pensée. Et donc lui-même a laissé une masse de papiers qui sont actuellement consultables à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc je me suis appuyée sur le journal qu'il a tenu depuis son adolescence jusqu'à sa mort. Je me suis appuyée aussi sur sa correspondance immense. Et puis aussi, j'ai consulté ses brouillons qui sont très émouvants parce que, à côté des manuscrits, on a ses notes préparatoires. Alors là, à tous ceux qui nous prétendent que Michelet sortait les choses de son imagination et était un historien un peu fantaisiste, car certains ne se privent pas de le dire, je leur répondrai, allez voir ces papiers. Ces manuscrits sont passionnants pour la manière dont ils nous permettent de retracer son travail et sa démarche. L'œuvre majeure de Jules Michelet, c'est donc sa monumentale Histoire de France, qu'il débute en 1833 et qui termine en 1869 et qui comprend 23 volumes. Quelles sont les bornes chronologiques de cette somme ? Pour lui, quand débute l'Histoire de France ? Alors, l'Histoire de France débute avec les Gaulois. Ce qui, à l'époque où il écrit, ne va pas de soi. Auparavant, quand l'histoire se centrait sur les têtes couronnées, en fait, les histoires d'Ancien Régime, on les faisait démarrer avec les premiers rois mérovingiens, et même avec un roi mythique, Pharamond. Voilà. Donc, Michelet fait remonter l'Histoire de France, je dirais, au peuplement de la Gaule par des tribus celtes différentes, ces Gaulois, et l'Histoire de France commence avec ces grands corps mous et blancs, comme il dit, qui sont comme une sorte de matériau pas encore formé. Donc ça, c'est pour le début. Et puis l'Histoire de France, il la conduit jusqu'à la veille de la Révolution. Parce que ce qu'il y a d'assez frappant, c'est qu'après, l'histoire de la Révolution française, bien sûr, c'est l'Histoire de France, mais il l'intitule « Histoire de la Révolution française ». Et ensuite, quand à la fin de sa vie, il essaiera de continuer l'histoire du 19e siècle, le titre sera « L'histoire du 19e siècle ». Donc c'est comme si, avec l'histoire de la Révolution, l'histoire de France passait dans une autre dimension. Comme si il était plus difficile d'écrire une histoire centrée sur la nation à partir de la Révolution française. Comme si on ne pouvait plus écrire l'histoire de France sans l'entrelacer avec l'histoire du monde. Mais Paul Petitier, il y a un qualificatif qui est accolé à la figure de Jules Michelet et que l'on a choisi pour d'ailleurs intituler cette émission, c'est celui de pionnier ou de père du roman national. D'abord, pour quelle raison et qu'est-ce que... Parce que on se bat beaucoup en France sur cette idée du roman national. Alors, la question est elle est débattue, elle est complexe et intéressante. Je crois qu'on en fait le père du roman national par une sorte de syllogisme. C'est-à-dire que c'est l'historien qui a écrit la plus célèbre histoire de France du 19e siècle. Or, le 19e siècle est l'époque où partout en Europe, les États, les nations vont inventer leur histoire, vont aller chercher leurs ancêtres et construire effectivement un récit, disons, national. Donc, le plus célèbre auteur d'une histoire de France, à une époque où on écrit des récits nationaux, on en conclut qu'il est l'auteur du récit national. Alors, il y a des raisons pour cela. Il y a la fameuse formule « la France est une personne ». Donc, l'histoire de France, on va l'écrire comme une sorte de roman d'apprentissage, roman d'éducation qui va montrer petit à petit la manière dont la France, en tant que nation, parvient à l'âge de sa majorité avec la Révolution française. Mais, l'histoire de Michelet ne nous montre pas seulement des raisons d'être fier d'être français, c'est plus nuancé. Et par exemple, à ceux qui en font le parangon du roman national, ce que je leur objecterais, c'est que dans le fond, les deux moments qui actuellement sont encore des moments
clés de notre prestige national, c'est-à-dire le siècle de Louis XIV, l'épopée napoléonienne. Ce sont 2 périodes qu'il traite avec beaucoup d'esprit critique. Comme vous l'avez dit dans votre récit, Louis XIV, pour lui, ça n'est pas le personnage de l'histoire de France qu'il faut le plus admirer, et Napoléon encore moins. Donc vous voyez, il est à la fois le père d'un récit national, mais d'un récit national qui n'est pas le modèle de, comment on pourrait dire, de l'apologie de la gloire française. Paul Petitier, à l'occasion des 150 ans de sa mort, les éditions classiques Garnier rééditent cette année 3 des ouvrages de Jules Michelet, Le Peuple, Jeanne d'Arc et La Sorcière. En quoi ces œuvres peuvent-elles résonner encore aujourd'hui ? Alors pour La Sorcière, c'est évident. Oui. Avec la vogue actuelle des sorcières, et l'œuvre de Michelet va insister justement, en prenant le personnage de la sorcière comme le fil central de cette histoire de la sorcellerie, sur ce que le livre de Mona Chollet qui a eu tant de succès il y a quelques années, a nommé la puissance invaincue des femmes. Jeanne d'Arc, c'est un petit peu, comment dire, l'autre face de la sorcière, parce que c'est aussi une femme du peuple qui va avoir une action déterminante dans l'histoire de France. Donc les 2 vont ensemble, et les 2 peuvent très bien se rapporter à ce rôle des femmes dans l'histoire, soit en tant que victime, soit en tant que puissance d'agir. Pour le peuple est toujours un mystère, je pense. Et nous nous demandons toujours ce qui fait peuple. Et peut-être que la lecture de cette œuvre peut nous amener à réfléchir encore aujourd'hui sur cette question cruciale. Merci beaucoup, Paul Petitier, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Jules Michelet, le père pionnier du roman national. Je rappelle que la biographie que vous lui avez consacrée, Jules Michelet, L'Homme Histoire, est parue aux éditions Grasset. Et donc votre nouvel ouvrage, La Pensée sorcière, Jules Michelet, 1862, paraîtra le 7 mai aux éditions du CNRS. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.